Avez-vous déjà été renié par votre famille, par quelqu'un que vous aimez, simplement parce que vous gagnez votre vie de vos mains par un travail pénible, tandis que se promène en costume taillé sur mesure, portant des montres et des chaussures de luxe valant des milliers de dollars? Moi oui. Cela s'est produit lorsque mon jeune frère m'a vu au travail. Au lieu de dire « c'est mon frère », il a choisi une autre voie, et peut-être que pour le reste de ma vie, je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Il a juste dit « il travaille ici. Ce n'est pas mon frère ». À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose, je n'étais plus son frère. J'étais juste une tâche qu'il essayait d'effacer de sa vie. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Logan, 38 ans. Je vis seul dans un vieux garage automobile qui appartenait à un ami dans la périphérie du Colorado. C'est ma maison et c'est là que je gagne ma vie en réparant des voitures pour les gens des environs. Lorsque les gens me posent des questions sur ma famille, j'évite généralement la question ou change de sujet. Pour moi, parler de famille signifie rouvrir de vieilles blessures. Ma mère et mon père sont décédés lorsque j'avais 17 ans, et pour mon petit frère, je ne suis rien de plus qu'un secret honteux qu'il préfère enterrer. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il y a près d'un an, il l'a dit lui-même, devant les autres, que je n'étais pas son frère. C'était un mercredi matin. Le ciel était gris, chargé de nuages, comme si l'air retenait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait exprimer. J'avais été engagé pour réparer le câblage d'une nouvelle station de recharge de véhicules électriques juste à côté de l'autoroute, à environ 11 km de mon atelier. Des choses basiques, remplacement de câbles, vérification des systèmes de sécurité, montage du boîtier de commande. Je travaillais avec 2 gars que je connais depuis des années. Nous avions prévu de terminer tôt afin que je puisse récupérer une commande de pièces au garage principal. J'étais sous la plateforme, les bras plongés dans des filets de la poussière de plastique, lorsque j'ai entendu des pas approcher. J'ai jeté un coup d'œil, et la première chose que j'ai vue était une paire de chaussures habillées chic et brillantes. Puis j'ai reconnu une voix instantanément, mais elle ne me parlait pas. C'est la station pilote. Si les chiffres sont bons, nous la déploierons dans cet autre état l'année prochaine. Mon cœur a fait un bond. Je me suis figé. Je connaissais cette voix. C'était Jake, mon petit frère. Aussitôt, je suis sorti de sous l'unité, je me suis redressé et j'ai essuyé mes mains avec un chiffon huileux. Il n'était qu'à quelques pas, debout avec un groupe de personnes en costume, certains tenant des iPads, d'autres avec de grandes plaques de noms d'entreprises accrochées à leur manteau. Mes yeux se sont illuminés. J'ai souri, j'ai fait un pas en avant et je lui ai dit, « Jake. Quand es-tu arrivé? Tu aurais dû me dire que tu venais. » Dès que les mots ont quitté ma bouche, Jake s'est retourné. Nos regards se sont croisés pendant une seconde. J'ai cru voir une lueur de surprise, puis elle a disparu. Il n'a rien dit. Il a juste fait un signe de tête rapide, puis s'est retourné vers le groupe. Un des hommes, un type plus âgé qui avait l'air d'un investisseur de haut niveau, m'a regardé et m'a demandé, à moitié en plaisantant, « Qui est-ce? Vous vous ressemblez. Est-ce votre frère? » Jake a fait une pause, juste un instant. Puis il a ri doucement, a ajusté le col de son costume et a dit, « Il travaille juste ici. Ce n'est pas mon frère. » Cette phrase a retenti plus fort que n'importe quel bruit sur ce chantier. Je suis resté là, figé, les bras pendant le long de mon corps. Le chiffon est tombé par terre sans même que je le remarque. Je ne me suis pas senti blessé. Je ne me suis pas senti en colère. Je me suis juste senti froid, pas le genre de froid qui vient de l'acier ou du vent, mais un froid qui commence au plus profond de soi, dans un endroit que l'on croyait verrouillé depuis longtemps. Je l'ai regardé, ce même enfant avec qui j'allais à l'école après la mort de maman et papa, celui qui avait les larmes aux yeux en écrivant des emails à propos des moqueries à cause de son accent campagnard, ce même enfant qui m'avait un jour dit, « Quand je réussirai, tu n'auras plus jamais à faire de travaux pénibles. » Maintenant, il était là, en costume taillé sur mesure, souriant à des inconnus et leur disant que je n'étais pas son frère. L'air est devenu immobile. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais dans mon esprit, c'était comme si toute ma vie se rembobinait, comme un vieux film, les marches du Porsche, les derniers conseils de papa, cette lettre de bourse, le visage de Jake le jour où il est parti pour l'aéroport, son premier email de Londres, puis le silence, morceau par morceau, comme s'il avait effacé tout cela de sa vie il y a longtemps. J'étais le seul à ne pas l'avoir compris. Je me suis détourné, je n'ai rien dit, je n'ai pas regardé en arrière non pas parce que j'étais faible, mais parce que si j'avais ouvert la bouche à ce moment-là, j'avais peur de crier comme un enfant, et je ne voulais pas que personne voie le vieux mécanicien, couvert de graisse, debout au milieu du projet de son petit frère,
comme l'homme le plus triste sur le site ce jour-là. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis allongé sur le vieux matelas dans le coin de l'atelier, les mains derrière la tête, les yeux fixés sur le plafond sombre, écoutant le craquement du ventilateur de plafond qui tournait et tournait, comme les cycles calmes et sans fin de la vie. J'ai dérivé dans l'odeur du métal, de la vieille huile moteur et des murs humides, imprégnés d'années, se fondant dans un froid qui correspondait au vide dans ma poitrine. J'ai pensé à Jake, non pas avec colère ou du moins pas le genre de colère que l'on peut crier à haute voix. Je voulais juste comprendre pourquoi. Pourquoi quelqu'un pour qui j'avais tout donné, pour qui j'avais mis de côté toute ma vie, pouvait-il s'éloigner de moi comme si je n'avais jamais existé? Et puis, comme la vie a son rythme cruel, de vieux souvenirs ont afflué, l'un après l'autre, comme une tempête qui éclate. Et tout a commencé la nuit où nos parents sont morts dans cet accident. Je m'en souviens clairement. Une semaine seulement avant leur décès, nous étions tous encore réunis dans la petite cuisine de notre vieille maison. Mon père était assis dans son fauteuil en bois usé, sa voix était ferme, ses yeux sérieux lorsqu'ils ont croisé les miens. « Jake, a-t-il dit, Logan, si jamais quelque chose arrive, c'est toi qui dois t'occuper de lui. Assure-toi qu'il ne manque de rien. » J'ai acquiescé à l'époque, sans savoir que ces paroles étaient un avertissement, une promesse que je ne réalisais pas avoir faite. Puis cela s'est produit. J'avais 17 ans, Jake venait d'avoir 10 ans. Un accident de voiture a emporté nos deux parents une nuit d'hiver. La neige recouvrait les toits ce soir-là. Je peux encore entendre le bruit lointain des sirènes sur cette route secondaire, je sens encore la piqûre du froid qui mordait à travers mon manteau alors que je me tenais devant les grilles de l'hôpital, tenant la main de Jake dans le noir tandis qu'il sanglotait si fort qu'il ne pouvait plus respirer. Notre monde a disparu cette nuit-là. Après cela, il ne restait plus grand-chose pour nous deux, juste une vieille maison en bois en bordure de la ville, quelques meubles délavés et un peu d'économie qui ne pouvaient pas durer plus de quelques mois. Pas d'assurance vie, pas d'investissement, rien que des souvenirs inachevés. À partir de ce moment-là, j'ai su que chaque fardeau à partir de maintenant serait le mien à porter. Juste après l'obtention de mon diplôme d'études secondaires, j'ai refusé une bourse complète à l'université d'État. Ils m'avaient tout offert, les frais de scolarité complets, le dortoir gratuit, un avenir que les gens n'arrêtaient pas de me dire que je méritais. Mais je suis resté. Je savais que ce n'était pas mon heure, pas tant que Jake avait encore besoin de moi. Je travaillais dans un lavage auto le jour et je chargeais des boîtes dans un entrepôt en bordure de la ville la nuit. Les soirées plus calmes, je travaillais par quart comme aide-garagiste local. Je ne me suis jamais plaint, tant que Jake dormait bien et prenait 3 repas par jour. Je sentais que j'avais plus qu'assez. Il y avait toujours une chose que je portais avec moi, le dernier souhait de mon père. Jake devait avoir assez, même si je n'avais rien. On ne lui permettrait jamais de manquer de quelque chose. Lorsque Jake a commencé le lycée, il était brillant, toujours plein de grands rêves. Je ne voulais pas que son avenir soit limité par nos circonstances. Et puis, lorsqu'il a obtenu une bourse partielle pour étudier au Royaume-Uni, j'ai su que cela ne suffirait pas. L'école exigeait une preuve de fonds pour couvrir le reste, le logement, les livres, l'assurance et le billet d'avion. Sans cela, il ne pourrait pas y aller. Je n'ai pas hésité à ce moment-là. La seule chose qu'il me restait était la vieille maison que nos parents nous avaient laissée. Cette maison était la dernière chose qui avait une réelle valeur. Après tout, pas beaucoup, mais juste assez pour que je m'y accroche comme une dernière chance. J'ai rassemblé tous les documents et je suis allé directement à la succursale bancaire locale de notre ville. J'ai attendu 1 heure, les paumes transpirantes, assis dans le hall, tenant le dossier comme s'il portait notre avenir. Enfin, un chargé de prêt a appelé mon nom et m'a fait entrer dans une petite pièce à l'arrière. « Je voudrais mettre ma maison en garantie », ai-je dit. « J'ai besoin d'environ 40 000 $ pour garantir financièrement les études de mon frère à l'étranger. » Je me souviens encore à quel point mon cœur battait fort lorsque j'ai sorti les documents, une partie de peur, une partie d'espoir. Je savais que la maison n'était pas grande, mais je croyais qu'il dirait oui si je pouvais montrer à quel point j'étais sérieux, car je ne demandais pas pour moi. Je faisais ce qu'il fallait pour la seule personne qu'il me restait dans ce monde. Et la chose que je craignais le plus s'est produite. La banque a refusé ma demande de prêt. La maison était trop vieille, évaluée trop bas et située dans une zone rurale, personne n'était intéressé à l'acheter. Ce n'était pas assez pour garantir un financement. Je suis resté dehors devant le bâtiment de la banque pendant des heures, sans bouger. Dans ma poche, il y avait un dossier plein de papiers qui ne menait nulle part. Dans mon esprit, je continuais de voir Jake, 18 ans,
attendant à la maison, les yeux pleins d'espoir. La veille, il avait reçu l'avis de bourse et il m'avait serré fort dans ses bras, sa voix tremblante d'excitation. « Je peux y aller. »« Hein ? Tu es sûr ? Sûr que tu peux y arriver ?» J'ai hoché la tête sans hésiter, mais la réalité était plus dure que je ne l'avais prévu. Ce soir-là, j'ai appelé un ancien agent immobilier qui avait manifesté son intérêt pour la maison des mois plus tôt. Je lui ai dit que j'étais prêt à vendre, pas de négociation, pas de réflexion à deux fois. 6 semaines après la vente, nous avions assez d'argent pour prouver notre soutien financier, finaliser le visa et couvrir le premier séjour de Jake à l'étranger. Je l'ai conduit moi-même à l'aéroport. C'était une fraîche matinée d'automne au Colorado. Il avait un sac à dos, tirait une valise derrière lui, serrait fermement sa carte d'embarquement, souriant mais les yeux légèrement rouges. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je lui ai donné une tape solide sur l'épaule avant de regarder mon petit frère disparaître derrière la porte de sécurité. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email. Jake m'avait envoyé une photo de lui debout au milieu d'une cour à Londres, à côté d'un vieux bâtiment recouvert de lierre. Il souriait plus grand que je ne l'avais jamais vu, tenant sa carte d'étudiant comme un enfant montrant sa première médaille d'or. En dessous, une seule ligne simple, « Je ne te laisserai pas tomber, frère. » J'ai regardé cette photo pendant longtemps, et une tristesse silencieuse s'est répandue en moi, non pas parce que la maison me manquait, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon petit frère vraiment heureux. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages avec ce qui restait dans la maison. Il n'y avait pas grand-chose, une boîte de livres, une boîte à outils, quelques vieilles photos. Lorsque j'ai fermé la porte pour la dernière fois, le vent a soufflé à travers le porche pourri comme un murmure, et je jure que je pouvais encore entendre la voix de mon père de toutes ces années. Je suis allé chez un vieil ami, le propriétaire du garage où je travaillais encore lorsque j'apprenais le métier. Il venait d'acheter un vieux garage de réparation. Le toit fuyait, les murs étaient fissurés, le sol était en béton inégal, mais il m'a dit, « Si tu as besoin d'un endroit où rester, cet endroit est vide. Tu peux t'installer ici, et si tu veux le réparer et en faire quelque chose, on verra. » À ce moment-là, je n'ai pas hésité. Je n'avais nulle part où aller. Je suis arrivé le même week-end. Pas de lit, pas de chauffage. J'ai posé un mince matelas dans le coin, j'ai installé quelques guirlandes lumineuses et j'ai dormi au son du vent qui sifflait à travers les fissures du toit en métal. Au début, je pensais que je ne serais là que quelques mois, mais une à une, les vieilles voitures ont commencé à arriver. Les gens que j'avais aidés sont revenus me demander si je pouvais regarder leur moteur. La nouvelle s'est répandue, Logan s'y connaît. Ce vieux garage est lentement devenu l'endroit où je vivais et le seul endroit que je pouvais encore appeler mien. À l'époque, je n'ai jamais blâmé Jake, pas une seule fois. Il était jeune. Il avait besoin d'un avenir, et moi ? J'étais son frère. J'ai toujours pensé que cela signifiait que c'était ma responsabilité. 6 ans après avoir conduit mon frère à l'aéroport, je vivais toujours dans ce même vieux garage. Chaque jour se ressemblait, ouvrir tôt, ressouder le Cooper, réparer les freins, changer les bougies d'allumage, nettoyer les déversements d'huile et fermer lorsque le soleil disparaissait derrière les pins. Je ne l'ai pas appelé stable, mais c'était assez pour moi, au moins assez jusqu'au jour où Jake est revenu. Au début, j'envoyais de l'argent chaque trimestre, quelques milliers à la fois, juste assez pour couvrir son loyer, ses premières dépenses et ses frais de subsistance quotidiens. Mais à sa 3e année, Jake m'a envoyé un message sans prévenir, « Et mec, je peux m'occuper de moi maintenant. Je travaille à temps partiel dans un laboratoire, et ma bourse vient d'augmenter. Ne t'inquiète plus. » Lorsque j'ai lu cela, j'ai poussé un long soupir, non pas parce que j'étais fatigué, mais enfin, il commençait à se débrouiller seul. De temps en temps, Jake envoyait un email avec une mise à jour, « Je travaille comme assistant de recherche pour un professeur en systèmes énergétiques » ou « Je viens d'obtenir un stage dans une start-up à Berlin. » Généralement, je ne répondais pas beaucoup. Je tapais juste une réponse rapide comme « Je savais que tu pouvais le faire. Continue » ou « Fier de toi. » Mais avec le temps, les emails sont devenus moins fréquents. Jake a commencé à utiliser des mots qui me semblaient étrangers, des mots comme « pitch deck », « dilution de capital » et « modèle d'échelle ». Ces histoires ont également changé au moins sur la vie et plus sur les tours d'investissement, les taux de croissance et les stratégies d'expansion. Une fois, lors d'un bref appel, je lui ai demandé « As-tu encore cette photo du campus de Londres, celle que tu as prise le premier jour ?» Il a ri et a dit « Oh, j'ai supprimé toutes ces vieilles choses. J'ai besoin d'une tête claire pour aller de l'avant. » J'ai ri doucement en retour.
J'ai essayé de l'oublier, mais au fond, quelque part dans ma poitrine, quelque chose de petit s'est fissuré. Au cours de sa 6e année, Jake a obtenu son MBA avec mention et est retourné aux États-Unis. Peu de temps après, il a obtenu son premier tour d'investissement. Je ne l'ai pas appris de lui, je l'ai découvert grâce à un article qu'un ami m'a transmis. Jake Foster, une étoile montante de l'énergie propre, obtient une série de financements d'investisseurs de la Silicon Valley. J'ai lu cet article mot pour mot. Mon nom n'était pas mentionné pas une seule ligne, pas même une phrase comme « J'ai grandi dans une petite ville de l'Ouest, élevé par mon frère qui s'est assuré que je puisse aller à l'école. » Rien. Juste des chiffres, des stratégies de marché, des plans d'expansion mondiale et une photo de mon frère debout en toute confiance devant un écran de présentation comme un PDG chevronné. Tout ce que j'ai ressenti était de la distance, et je me suis surpris à me demander, qu'est-ce que mon petit frère pense maintenant? Au retour de Jake, il a déménagé directement en ville, le genre de ville avec un aéroport privé, des bâtiments en verre élégant et des cafés où une seule tasse coûte plus que ce que je dépense en nourriture en une semaine. Il n'a pas beaucoup communiqué, et je n'ai pas appelé non plus. Je n'ai entendu que des bribes de conversation par le biais de clients qui ont mentionné le nom au passage. Je crois que quelqu'un d'ici a réussi. Tu connais Jake Foster, n'est-ce pas? Lorsqu'ils m'ont posé la question, j'ai simplement hoché la tête, souri et baissé les yeux, m'essuyant les mains sur un vieux chiffon. Une fois, j'ai reçu un email de Jake, juste une courte phrase, « Je suis en train de construire quelque chose de grand, mec. Tu seras fier. Je te raconterai tout quand ce sera fait. » Je n'ai pas répondu au non pas parce que j'étais en colère, mais parce que, honnêtement, je ne savais pas quoi dire. 2 ans après le retour de Jake de ses études à l'étranger, j'ai demandé à le rencontrer, espérant qu'il serait peut-être disposé à m'aider avec un capital pour mon travail. Je me souviens clairement de ce jour-là. C'était un après-midi de début octobre. J'ai fermé l'atelier plus tôt que d'habitude, je me suis rasé, je me suis peigné les cheveux et j'ai mis ma chemise la plus propre non pas parce qu'une personne importante allait passer, mais parce que j'allais voir mon petit frère. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café près de la station-service, à seulement 5 minutes de mon atelier. Je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai commandé un café noir glacé et je me suis assis près de la fenêtre. Dehors, les camionnettes roulaient lentement sur la route de campagne poussiéreuse au juste un autre après-midi tranquille en banlieue où rien ne se précipite jamais. Quand Jake est entré, j'ai eu besoin de quelques secondes pour le reconnaître. Ce n'était plus le garçon que j'avais l'habitude de tenir par la main. Il portait un costume impeccable et des chaussures en cuir verni et avait l'air vif de quelqu'un qui avait vu le monde et appris à le posséder. Et moi? J'étais toujours juste le mécanicien, vivant dans les taches d'huile et le cliquetis des vieilles machines. Après quelques questions polies sur le travail, où il vivait, comment il se sentait, je me suis éclairci la gorge, serrant mon café pour me stabiliser. J'y ai réfléchi, et je dis lentement, si j'avais plus de capital, je pourrais agrandir l'atelier. Il y a un terrain à proximité que nous pourrions acheter. Peut-être même. J'ai fait une pause, j'ai essayé de garder ma voix égale, peut-être même racheter la vieille maison, si tu es d'accord. Jake m'a regardé pendant un long moment, puis il a posé sa tasse. Sa voix était calme mais ferme. J'investis mon capital dans des affaires plus importantes. La vieille maison, les petits commerces comme le tien, ils ne font pas partie de ma stratégie de croissance. J'ai simplement hoché la tête, souri faiblement, je n'ai rien dit d'autre. J'ai tourné mon regard vers la fenêtre, faisant semblant d'être distrait par les voitures qui passaient. Le ciel extérieur était toujours d'un bleu clair, mais tout était devenu creux en moi. Il n'avait pas besoin de le dire à haute voix. J'avais déjà compris. Mon frère avait laissé mon monde derrière lui, et il ne revenait pas. À partir de ce jour-là, Jake a commencé une nouvelle vie qui n'avait plus de place pour moi. Et maintenant, après tout ce que j'ai sacrifié pour l'Y amener, il me rembourse avec les mots « ce n'est pas mon frère ». Je ne sais pas quand je me suis endormi, peut-être étais-je trop fatigué. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Jake court, pas de blâme, pas de longues explications, pas de mention du chantier, pas de mention de ce qui s'était passé. Juste ceci, je veux te voir une dernière fois. 1 heure plus tard, il a répondu, tout aussi bref, tout aussi distant, comme si rien de ce que nous avions jamais partagé n'avait aucun poids, d'accord. Même endroit. Ce même café, celui où je l'avais fait asseoir pour la première fois pour parler de l'agrandissement de l'atelier, de la vieille maison, le jour où j'ai porté ma chemise la plus propre. J'ai vaporisé de l'eau de Cologne bon marché et j'ai apporté avec moi un plan et un espoir silencieux de recoudre quelque chose entre 2 frères qui dérivaient.
Cette fois, Jake est arrivé avant moi, toujours élégant dans son costume taillé sur mesure, sans cravate cette fois, buvant un petit expresso. Il ne regardait pas autour de lui, ne baissait pas les yeux, ne faisait pas défiler son téléphone. Il était assis comme quelqu'un qui attendait de négocier un marché ou pas comme quelqu'un qui rencontrait le frère qu'il avait élevé. Je me suis assis en face de lui, je n'ai rien commandé, je n'ai pas demandé comment il allait. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, qui se sont étirées comme si je regardais une version de lui que je n'avais jamais rencontré auparavant, un homme adulte, réussi, composé, mais qui ne ressemblait plus du tout au garçon qui avait autrefois tenu la boîte à lunch que j'avais préparée pour l'école. J'ai parlé le premier. Ma voix était ferme, pas trop basse, pas élevée. Pourquoi m'as-tu renié comme ça? Après tout ce que j'ai abandonné pour toi, c'est comme ça que tu me rembourses? Jake n'a pas croisé mon regard. Son regard est resté fixé sur la vapeur qui montait de sa tasse, comme s'il était plus facile de parler à la vapeur qu'à moi. Il s'est penché en arrière, a poussé un soupir à peine audible qui disait « ça ne vaut pas la peine de l'attention ». Puis il a haussé les épaules, les yeux toujours sur le côté. La chose sur le chantier, je ne devais aucune explication à personne sur mon frère qui vit dans un vieux garage, qui porte des vêtements de travail et qui s'essuie les mains sur un chiffon huileux. J'étais là pour représenter une entreprise, des investisseurs. Je ne pouvais pas laisser une image hors marque détourner l'attention du pitch. Chaque mot a frappé la table comme des pierres jetées dans de l'eau froide, et j'ai compris. J'ai trop bien compris. Des mots comme « image hors marque » n'étaient pas des lapsus, ils n'étaient pas négligents. Jake ne me parlait pas, il s'expliquait, et expliquait le monde poli qu'il avait construit, un monde sans égratignure, sans taches, et moi, je n'appartenais plus à ce monde. Quand il a fini, je n'ai pas répondu au non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que tout ce que je dirais maintenant ne ferait que me faire ressembler à quelqu'un qui mendiait une place à une table où je n'avais plus ma place. Puis il a légèrement incliné la tête, sa voix plus douce maintenant, comme pour se rappeler de ne pas se sentir coupable. « Mec, je ne t'ai pas demandé de m'élever. C'est toi qui as choisi ça. Je ne te l'ai jamais demandé. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je porte une dette que je n'ai jamais acceptée. » Mon cœur a fait un bond. C'était la deuxième fois qu'il le disait. Je ne voyais plus le garçon de 18 ans qui pleurait à l'aéroport à ce moment-là. Je ne voyais plus le garçon maigre qui m'envoyait des emails au sujet de vivre de nouilles instantanées. Je voyais un homme différent maintenant, intelligent, composé et complètement distant. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler un ancien email non pas pour l'accuser, mais pour déposer un dernier souvenir sur la table. L'email disait « Je n'y serais pas arrivé sans toi. Quand je réussirai, tu seras la première personne à laquelle je penserai. » J'ai tourné l'écran vers lui. Jake l'a regardé. J'ai vu sa gorge se tendre brièvement, comme s'il avait avalé quelque chose qu'il ne voulait pas dire, mais ses yeux, ils sont devenus froids, rapidement, brusquement. Il a détourné le visage, n'a rien dit. J'ai posé le téléphone. Ma voix était basse, pas douce, pas brisée, juste égale, comme si je la lisais pour moi-même, pour lâcher prise. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour moi. J'espérais juste que tu n'oublieras pas qui tu étais et qui t'a soutenu. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Jake n'a pas baissé la tête, ne s'est pas excusé, n'a rien nié. Il est juste resté assis là, le dos droit, les yeux lointains, le genre de silence qui vient de quelqu'un qui est déjà passé à autre chose et qui a laissé derrière lui ceux qui n'ont pas pu suivre. Quelques minutes plus tard, je me suis levé et je suis parti, sans attendre de réponse, sans m'attendre à ce que quelqu'un me rappelle, et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai quitté le café sans dire un autre mot. Je suis rentré à la maison en silence dans ces vieilles rues familières, en passant devant les lampadaires qui avaient commencé à se faner avec le temps. Je n'ai pas allumé la radio, je n'avais pas besoin de GPS. J'ai posé mon bras gauche contre la fenêtre, laissant le vent froid passer à travers la légère fissure. Il m'a piqué le visage, mais d'une certaine manière, il m'a gardé plus éveillé que n'importe quelle tasse de café ne pourrait jamais le faire. Le soleil ne s'était pas encore complètement couché, mais la dernière lumière du jour avait déjà projeté une teinte rouillée sur tout ce que je traversais, les lampadaires, les auvents affaissés, les panneaux routiers ébréchés, et même l'ombre de ma silhouette s'étirant le long du volant. Je n'ai pas pleuré, mais mes yeux brûlaient. Tout ce que j'ai ressenti était un vide dans ma poitrine, comme si quelqu'un avait silencieusement arraché mon épine dorsale sans un son. Tout à l'intérieur s'est effondré, et pas un seul morceau n'a fait de bruit. Ce soir-là, je me suis assis seul dans l'atelier.
Devant moi se trouvait le vieux établi en bois, rayé, taché, usé par le temps. J'ai ouvert mon ordinateur portable, d'abord pour vérifier le catalogue des pièces, quelque chose que je faisais la plupart des soirs, mais mes doigts, ils avaient leur propre esprit. Sans réfléchir, ils ont tapé un nom familier, Jake Foster. Le premier lien était un petit article du site des anciens élèves de l'université où Jake avait étudié, un bref article, à peine remarqué par la plupart, mettant en évidence quelques diplômés en MBA qui avaient ensuite créé des startups. Titre simple, 3 entrepreneurs exceptionnels de la promotion MBA de cette année, Jake Foster, Clara Sue et Miguel Diaz. J'ai cliqué, et le voilà, le visage de mon frère, ce demi-sourire, ce regard confiant que je croyais autrefois être juste un espoir de jeunesse. Dans l'article, Jake avait été interviewé. Une citation a retenu mon attention, je viens d'une petite ville. J'ai dû travailler à temps partiel tout en étudiant, en jonglant avec beaucoup de choses, mais j'ai toujours pensé que personne ne peut vous refuser si vous essayez assez fort. J'ai lu cette phrase encore et encore, puis j'ai lentement fait défiler vers le bas. Aucune mention de moi ou pas une seule ligne, merci à mon frère, non, ma famille m'a aidé à traverser les années les plus difficiles, rien. Et je comprends. Il ne me devait pas de remerciements publics. Je ne m'attendais pas à être nommé. Mais quand j'ai lu cette phrase, personne ne peut vous refuser, j'ai ri une seule fois, pas fort, pas longtemps, mais assez pour que cela tremble sur une paire de lèvres qui était restée sèche toute la soirée. Parce que parfois, la personne qui refuse est celle que vous n'avez jamais détournée. Ce que j'ai ressenti alors était difficile à nommer. J'avais autrefois tenu la lanterne pour guider quelqu'un à travers la nuit. Je suis resté immobile dans cette obscurité longtemps après, afin qu'il puisse trouver la lumière. Et lorsqu'il s'est retourné, il a vu la lueur de la lanterne, mais je n'ai jamais vu celui qui la tenait. J'ai rouvert ma vieille boîte de réception. Les emails de Jake de Londres étaient toujours là, chaque ligne était un coup à la porte de la mémoire. Court, sincère, jeune et vrai. Un des derniers emails, celui que j'avais gardé pendant 6 ans, disait « Sans toi, je ne serais pas allé aussi loin ». Je me suis redressé, j'ai ouvert un nouveau dossier. Un par un, j'ai copié chaque message, je les ai enregistrés dans un seul fichier PDF. Je l'ai nommé « Ce que tu as autrefois écrit ». Puis j'ai ouvert un email vierge. J'ai tapé l'adresse de Jake. Pas d'objet, pas d'introduction. J'ai simplement joint le fichier et tapé « Je ne te blâme pas ». Je ne veux pas être un personnage de second plan dans l'histoire pour laquelle j'ai sacrifié ma jeunesse. Si un jour tu veux la relire, tout est là. Sinon, j'irai bien quand même. J'ai cliqué sur envoyer, j'ai attendu un instant. Boîte de réception, email envoyé avec succès. Ensuite, je me suis détendu dans ma chaise, enfoncé dans la structure en bois rigide, et j'ai pris une longue inspiration non pas pour respirer plus facilement, mais pour retenir ce qui montait derrière mes yeux. J'ai rouvert la boîte de réception, j'ai tout sélectionné, j'ai supprimé, j'ai confirmé. Chaque email, chaque « Salut mon frère », chaque « Merci », chaque photo, chaque souvenir que j'avais gardé comme un trésor, avait disparu de l'écran et de moi. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lumière, et je me suis assis tranquillement dans l'obscurité qui remplissait maintenant l'atelier ou le seul endroit qui contenait encore tout ce que j'avais jamais fait et tout ce que j'avais jamais été. Une semaine plus tard, un mardi, le ciel était gris comme un vieux chiffon poussiéreux que quelqu'un avait tendu à travers le ciel. Je changeais l'huile d'un F-150 lorsque Mike, un vieux voisin et l'un de mes clients réguliers, s'est arrêté devant l'atelier. Il est sorti de sa voiture, son téléphone toujours allumé, l'écran brillant de titres. « Logan, as-tu vu les nouvelles sur Colorado Local ?» Sa voix a baissé, comme s'il ne voulait pas insister trop fort. « Ton frère, Jake, le financement de son projet de recharge de véhicules électriques vient d'être annulé. » J'ai levé les yeux, m'essuyant les mains distraitement sur un chiffon d'atelier. Cela faisait longtemps que personne ne mentionnait Jake avec ce ton moitié prudent, moitié compatissant. Ce soir-là, après avoir fermé l'atelier, j'ai recherché l'article. Il n'était pas long, mais il a suffi à me maintenir immobile pendant des heures. Graham Capital, l'investisseur principal du tour de financement de l'année dernière, avait officiellement retiré tout financement du projet d'énergie propre dans la région Ouest. Aucune raison n'a été donnée, aucun autre commentaire. Le nom de Jake n'a pas été mentionné, mais je n'avais pas besoin de le voir. Je savais que c'était l'entreprise pour laquelle il dirigeait le projet, la même entreprise devant laquelle j'étais resté debout, derrière la clôture de sécurité, couvert de sueur et de poussière, lorsque je l'ai entendu dire à un investisseur, « Pas mon frère.
Je suis resté assis tranquillement longtemps après avoir fini l'article. Je n'ai ressenti ni joie, ni satisfaction, pas même un éclair de satisfaction. Le lendemain, le ciel était toujours gris. Je venais d'ouvrir l'atelier lorsque j'ai entendu une voiture s'arrêter devant un SUV noir. La portière s'est ouverte lentement. Un homme est sorti, costume gris, cravate sombre, marchant droit et fermement, chaque pas assuré, comme s'il avait l'habitude de commander une pièce d'un simple regard. J'ai plissé les yeux, j'ai pris quelques secondes pour le reconnaître, Graham. Le même homme d'il y a des années, celui qui s'était tenu au milieu d'une équipe d'ingénieurs épuisés, le visage pâle de panique à cause de ce qui aurait pu être le premier grand contrat de sa carrière, et moi, juste un aide à l'époque, agenouillé à côté d'une presse hydraulique cassée, la traitant comme un camion qui était tombé en panne au milieu d'une autoroute. Il s'est arrêté à la porte, n'est pas entré, a simplement hoché la tête et a dit, d'une voix basse, calme, étrangement familière, « Tu te souviens encore comment redémarrer une presse avec un allumage à tirage de chaîne ? Sans outil de coupe ?» J'ai lâché la clé à molette que je tenais, je me suis redressé. Ma gorge s'est serrée non pas à cause de l'émotion, mais à cause du temps qui s'était écoulé depuis que quelqu'un avait évoqué un souvenir que je pensais avoir enterré. Voile rouge, ai-je dit. 2009. Graham a hoché la tête. Ses yeux étaient les mêmes vifs, fermes mais cette fois, ils contenaient quelque chose d'autre, le respect. Tu m'as évité la faillite ce jour-là, a-t-il dit. Personne ne croyait que la presse pouvait être remise en état. Personne sauf toi. Je n'ai jamais oublié ça. Je n'ai pas répondu au non pas par gêne, mais parce que soudain, je me suis senti plus léger à l'intérieur. Puis il a continué, la semaine dernière, je t'ai revu sur place. Il m'a fallu quelques jours pour te reconnaître. Je me suis souvenu de toi, et je me suis souvenu que Jake était ton frère. Il a fait une pause. Je me suis demandé, pourquoi l'homme qui a autrefois sauvé mon projet se tenait-il maintenant à l'extérieur de la clôture? Je ne savais pas comment répondre, et peut-être ne demandait-il pas de réponse. Il a regardé autour de l'atelier aux murs fissurés, toit rapiécé, fil tendu au plafond. Rien de luxueux, rien de raffiné, mais quelque chose d'honnête persistait dans l'espace. Puis il s'est retourné vers moi, a parlé lentement, j'ai été le premier à croire en ce projet, et j'ai été le premier à m'en retirer. Parfois, le plus important n'est pas ce dans quoi vous investissez, c'est qui vous voyez se tenir derrière. Il a sorti une carte de visite, n'a rien dit de plus, l'a posée délicatement sur l'établi, entre les boulons, les clés à molette et les chiffons tachés d'huile. Puis il s'est retourné et s'en est allé. Je ne l'ai pas suivi, je ne lui ai pas serré la main, je n'ai pas hoché la tête. Je suis resté là, les deux mains jointes, tenant quelque chose qui montait dans ma poitrine, pas tout à fait de la joie, pas tout à fait des larmes, juste ce sentiment indéniable que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'avait vu non pas parce que j'avais besoin d'aide, mais parce que, après toutes ces années, quelqu'un se souvenait encore d'avoir été aidé. J'ai cessé de suivre les nouvelles concernant Jake après le départ de Graham de mon atelier. J'ai enlevé le signet du site web de l'université, j'ai désactivé les notifications de la section économique, j'ai supprimé tous les articles surlignés que j'avais autrefois enregistrés ou des marqueurs silencieux que j'avais utilisés pour suivre le monde dans l'EC. Mon frère vivait maintenant. Non pas par colère, mais parce que je comprenais que certaines portes, une fois fermées de l'autre côté, méritent de le rester, et que celles qui restent debout à l'extérieur, je devrais apprendre quand m'en éloigner. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à travailler régulièrement, comme un volant d'inertie qui tourne parfois doucement, parfois avec une secousse, mais sans jamais vraiment s'arrêter. Jusqu'à un soir, lorsque l'air est redevenu froid. Je rangeais mes outils lorsque le téléphone a sonné. Un nom familier s'est allumé sur l'écran. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté là, le regardant sonner, sa lumière se reflétant sur des mains tachées d'huile et de froid. Puis j'ai décroché non pas parce que j'espérais quoi que ce soit, mais parce que j'avais autrefois été son frère. Au bout du fil, une voix que je connaissais trop bien, plus aiguë, plus rapide, pas tout à fait triste non plus, c'est juste une voix qui essaie de ne pas se briser, « Salut mon frère ». Je n'ai rien dit. Jake a fait une pause, a respiré, puis il a parlé, lentement, vraiment, comme s'il avait passé de nombreuses nuits à choisir chaque mot, « Je sais que j'ai merdé. Non pas parce que j'ai échoué, mais parce que je pensais pouvoir y arriver seul. Je pensais que je n'avais besoin de personne. Je me suis assis au bord de l'établi. La petite lampe jaune au-dessus projetait des ombres sur des mains qui semblaient soudain encore plus lourdes. Je n'ai rien dit non pas par froideur,
mais parce que parfois une personne a besoin de finir de parler sans être interrompue. La voix de Jake est revenue, tremblante mais ferme. Lorsque Graham a retiré le financement, j'ai pensé que tout s'était effondré. Mais il ne m'a pas détruit. Il m'a appris la seule chose que j'avais refusé d'apprendre: si vous ne vous accrochez pas à ceux qui ont autrefois tendu la main vers vous, au final, vous n'aurez que vous-même dans le miroir, et une sorte de vide qu'aucun vent ne pourra jamais combler. Sa voix s'est un peu brisée, mais elle n'a pas vacillé. C'était la voix de quelqu'un qui avait finalement grandi non pas avec l'âge, mais avec la compréhension. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, pour te remercier. Et, si tu as besoin de quelque chose, ou si tu veux que je sois là, dis le mot. Je serai là. J'ai regardé l'écran non pas pour vérifier l'heure de l'appel, mais pour me souvenir que quelque part là-bas, j'existais encore dans la liste de contacts de quelqu'un. Jake n'a rien dit d'autre, n'a pas attendu de réponse. Il a expiré et a raccroché le genre d'au revoir qui sait que parfois, quand on a assez dit, on arrête de parler. J'ai posé le téléphone délicatement, comme si le plus léger bruit pouvait briser quelque chose de fragile qui venait d'être remis à sa place après des années de déséquilibre. Je n'ai pas soupiré, je ne me suis pas détendu. Je suis resté assis là, immobile, comme si j'écoutais tranquillement, profondément, pour voir s'il restait quelque chose en moi qui devait encore être dit. Après un moment, je me suis levé. Je me suis dirigé vers l'armoire où je gardais les choses que personne ne savait que je conservais encore. J'ai ouvert un tiroir en bois et j'ai sorti une pile de vieux papiers, leurs bords jaunis par le temps. Sous la lumière douce, les mots délavés sont apparus: acte de propriété. La vieille maison, celle où Jake et moi avons grandi, l'endroit autrefois rempli du bruit de pas qui couraient, de rires insouciants et de dîners silencieux à deux après la mort de nos parents. Je l'avais racheté il y a plus d'1 an, tranquillement, seul. Les nouveaux propriétaires s'apprêtaient à déménager, leur annonce était discrète. Je suis allé la visiter, j'ai signé les papiers, j'ai effectué le paiement. Je n'ai rien dit à personne, et je n'avais jamais prévu d'y vivre. Je voulais juste préserver quelque chose qui nous avait autrefois appartenu, afin que si un jour Jake s'en souvenait, il est encore un endroit où revenir, un endroit qui murmurait: tu as appartenu ici autrefois. Cette offre que j'avais faite au café au peut-être racheter la vieille maison. Il ne s'agissait pas de financement, il ne s'agissait pas d'argent, c'était un test. Je voulais juste savoir, cette maison avait-elle encore une signification pour lui? Reviendrait-il ou non pas pour le profit, ni pour la stratégie, mais simplement parce que nous avions autrefois appelé cet endroit notre foyer? Mais Jake n'a pas compris. Il pensait que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin de pitié, que j'avais besoin de son argent, alors qu'en réalité, tout ce dont j'avais toujours eu besoin, c'était d'une seule phrase: si tu veux rentrer à la maison, j'irai avec toi. Et peut-être, juste peut-être, après tout, il a finalement compris. J'ai passé ma main sur le vieux dossier. Le papier était usé, comme un souvenir sous mes doigts fragiles, mais chauds. Je l'ai plié, je l'ai remis en place, j'ai fermé le tiroir. Il n'y a pas eu de clic, juste un léger souffle à l'intérieur de moi ou le son de quelqu'un qui relâche enfin ce qu'il a trop serré pendant trop longtemps. Je suis retourné à l'établi, j'ai repris là où je m'étais arrêté, ajoutant de l'huile au volant d'inertie à moitié graissé. L'atelier était toujours aussi silencieux, mais en moi, pour la première fois depuis très longtemps, le poids avait disparu. La semaine suivante, par un après-midi venteux, je m'étais penché pour vérifier le système de freinage d'un pick-up régulier lorsque le jeune technicien, nouveau dans l'atelier, s'est tourné vers moi pour me demander quelque chose. Sa voix était douce, un peu hésitante, mais ne pouvait pas tout à fait cacher la curiosité naturelle qui accompagne la jeunesse. « Salut Logan », a-t-il dit. « Tu avais un frère cadet ? Vous vous parlez encore ? » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis redressé, je me suis essuyé les mains sur un chiffon sombre, longtemps délavé par la graisse et le temps, et j'ai regardé à travers la porte ouverte de l'atelier vers la lumière du soleil qui se penchait sur le béton fissuré, s'étendant en une ligne dorée jusqu'au mur du fond. Cette lumière m'a toujours rappelé ces après-midi d'enfance tranquilles où Jake et moi nous asseyions ensemble dans le rayon de soleil, comme ça, les jambes qui se balançaient, sirotant du soda bon marché, riant de choses qui n'avaient pas besoin d'explication. J'ai gardé les yeux fixés sur cette bande dorée lorsque j'ai finalement répondu: j'avais autrefois un petit frère, mais il a choisi une vie où je n'y suis plus. Le gamin n'a rien demandé d'autre, et je n'ai rien ajouté, car la vérité est qu'après toutes les conversations, tous les appels, tous les espoirs à moitié tenus et les silences lourds, ce qui reste entre nous n'est pas la colère, c'est la distance. Une sorte de distance que parfois l'amour seul ne suffit pas à combler. Cet après-midi-là, je me suis arrêté à la vieille maison.
La clé était toujours dans la poche intérieure de ma veste, comme toujours. Le sentiment de la tourner dans la serrure, d'entendre ce léger clic du vieux métal, apportait encore quelque chose d'étrange comme si, pendant une fraction de seconde, le temps s'était arrêté juste assez longtemps pour que je fasse un pas en arrière dans l'enfance. Je suis monté sur le perron et je me suis assis sur les marches en bois familières. J'ai posé mes coudes sur mes genoux, les doigts entrelacés. J'ai regardé la route étroite devant moi, la même où deux garçons se sont autrefois poursuivis à vélo jusqu'à ce que le soleil se couche, ignorant les nids de poules, les plaques de sable et l'odeur du dîner qui flottait des cuisines de l'autre côté de la rue. Le vent passait doucement à travers les poutres du perron au frais, assez léger pour me faire frissonner, mais pas pour me piquer. La maison était toujours silencieuse, comme elle avait toujours appris à l'être, pas de blâme, pas d'amertume, juste là, debout tranquillement, comme un témoin fidèle de choses dont personne ne parle plus. Je n'avais pas prévu de rester longtemps. Je n'étais pas là pour y emménager ou pour chercher une fin. J'avais juste besoin d'un moment de calme ou assez pour m'asseoir, expirer et me dire, tu as parcouru un long, long chemin, et maintenant tu n'as plus besoin d'aller nulle part. Je me suis levé, j'ai enlevé la poussière de mon pantalon, et j'ai descendu le perron à l'endroit où j'ai grandi, où j'ai été discrètement poussé hors du rêve de quelqu'un d'autre, et où j'ai maintenant assez de paix pour revenir de temps en temps pour me souvenir que certaines choses n'ont pas besoin d'être réparées, il suffit de savoir qu'on les a surmontées. Je sais qu'il y aura des gens qui entendront cette histoire et penseront, tu aurais dû lui pardonner. Et d'autres qui diront, tu aurais dû tout laisser tomber une fois pour toutes. Je ne blâme personne, car s'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est celle-ci, chacun porte une blessure, et chacun d'entre nous a sa manière de guérir. Certains guérissent à travers les larmes, certains guérissent en s'éloignant, et moi? Je guéris en restant silencieux et en continuant à vivre. Si vous avez déjà aimé quelqu'un de tout votre cœur, si vous avez déjà mis la famille en premier même si cela signifiait perdre des morceaux de vous-même, si vous avez déjà attendu des excuses qui ne sont jamais venues, ou si vous avez fait de votre mieux pour être simplement accepté, vous n'êtes pas seul. Je suis là, et je comprends. Nous n'avons pas besoin de validation, nous n'avons pas besoin que personne ne dise à haute voix. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous réveiller chaque matin en sachant que nous n'avons plus à demander à être aimés. Et c'est suffisant. Et avant de clore ce chapitre, je veux vous demander, mes chers auditeurs, ceux qui sont restés avec moi à chaque mot, si vous étiez moi, que feriez-vous si votre frère vous regardait dans les yeux et vous disait que vous n'étiez pas le sien? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous auriez affronté ce moment. Et si l'histoire a touché quelque chose en vous, cliquez sur le bouton « J'aime », juste pour nous faire savoir que vous êtes toujours là, que vous écoutez toujours. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les histoires suivantes, des fragments de mémoire qui peuvent sembler petits au début, mais parfois ils contiennent toute une vie en eux. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. À bientôt pour la prochaine histoire.